Le dernier débat des primaires ouvertes de la droite et du centre en France. Ultime confrontation sur l'Europe, la Syrie ou encore l'éducation. Alain Juppé et François Fillon ont été jugés les plus convaincants par les téléspectateurs hier soir. Plus de 5 millions de personnes ont suivi le débat. Et on en parle avec vous tout de suite. Bonjour Jean-Philippe Moinet, vous êtes le fondateur et directeur de la revue Civique et directeur du conseil Via Voice. Alors, c'était un débat sérieux, mais également confus hier soir. Et sur la confusion, il faut dire que les candidats étaient tous d'accord pour dire que c'était la faute des journalistes. Oui, c'est cette mode un peu populiste d'ailleurs de prendre les journalistes et les médias en général comme cible. C'est, paraît-il, assez tendance. Je ne suis pas sûr que ça convainc beaucoup de monde dans l'électorat potentiel de la droite républicaine, du centre et d'autres d'ailleurs qui vont venir voter aux primaires. Mais c'est effectivement 2-3 exemplaires ont pu se manifester. Bruno Le Maire, François Fillon a essayé de, on va dire, éructer gentiment par rapport à cette posture. Alors, en fait, Nicolas Sarkozy, on y reviendra. Également avec David Pujadas. Oui, alors ça, avec Jean-Pierre Elkabbach. C'est vrai qu'on peut évoquer 2-3 choses sur la forme comme sur le fond d'ailleurs. Parce que souvent, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et c'est vrai qu'on a vu 3 présidentiables être maîtres de leur dossier, notamment sur les sujets internationaux et européens. Alain Juppé, bien sûr, ancien ministre des Affaires étrangères, Nicolas Sarkozy, François Fillon, avec des différences sur lesquelles on pourra revenir sur les options internationales. Donc en fait, vous dites qu'il y a eu 2 matchs. D'un côté entre les 3 favoris et d'un autre entre ceux qui veulent prendre la relève. Oui, alors je pense qu'à 3 jours du scrutin du premier tour, on voit bien qu'il y a quelque chose d'artificiel d'avoir 7 candidats. C'était la tension particulière était autour de 3 présidentiables. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur la forme, il y a eu une maîtrise des dossiers, l'aisance sur ces questions, sauf à un moment de la part de Nicolas Sarkozy, qui s'est peut-être énervé sur un sujet plus qu'un autre, celui du financement de sa campagne prétendument libyenne. C'était assez étonnant de voir que finalement sa réactivité, c'est peut-être son trait de caractère, mais là il a réagi, il a peut-être surréagi en parlant de honte, d'indignité sur une question qui pouvait être légitime, qui est dans le débat public, mais qui a aussi montré quoi ? Sa conception de l'audiovisuel public. Puisqu'il a invoqué cet enjeu de l'indignité pour une chaîne de service public d'audiovisuel, ce qui, à mon avis, était peut-être une erreur de communication, parce que finalement, cette question est devenue très importante. Il a dramatisé cette question au lieu de la banaliser. Et au lieu de répondre, il parle du rôle de sa conception, qui n'a pas étayé, mais dont on voit bien qui est celle de diriger, voire de nommer des patrons de chaînes publiques. On pourrait se demander des patrons de rédaction. Donc je pense que là-dessus, il a un petit peu dérapé finalement sur la forme et un peu sur le fond aussi. Le débat est ouvert. En attendant, est-ce que personne n'est vraiment gagnant, non ? Chacun a joué sa partition ? Oui, il y a une sorte, ce qu'on pourrait appeler d'un Yalta télévisuel des 3 présidentiables. Je pense que ça n'a pas fait beaucoup changer les lignes. On voit que les tendances sont là. Les études d'opinion post-émission ont montré qu'il y avait 2 personnalités convaincantes, Alain Juppé et François Fillon, plus que le président de la République de la période antérieure. Je pense aussi que les déterminants du vote, il faut le rappeler, sont pluriels pour dimanche prochain et le 27, au-delà de la prestation audiovisuelle. Il y a un effet d'un rendez-vous télévisuel quand il y a soit un gros dérapage, donc c'est à la baisse, soit quand il y a une excellence particulière. Et je pense que le vrai déterminant du vote va être aussi le vote dit utile ou efficace. Quelle sera la personnalité, au-delà des convictions des uns et des autres, de celui ou celle, mais plutôt celui des 3, qui pourra non seulement assurer l'alternance, mais aussi, c'est quand même l'enjeu, faire face au national-populisme tendance xénophobe qui est aujourd'hui en France le Front National de Marine Le Pen. Qui sera le plus efficace ? Et là, les électeurs vont y réfléchir, ils ont peut-être leur réponse, et on voit bien que les positions sont différentes au vu des études d'opinion. On voit bien qu'il y en a un qui, par le rassemblement, est plus efficace électoralement qu'un autre. Vous pensez à Alain Juppé. Il y a d'ailleurs eu une explication assez claire entre Alain Juppé et François Fillon sur le nombre de fonctionnaires qu'il faut supprimer. Il y a eu une passe d'armes à ce moment-là. Oui. Il a parlé de rodomontade, Alain Juppé. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des dossiers qui ont été évoqués. C'est très intéressant d'ailleurs, même si ça pouvait ne pas correspondre aux envies journalistiques d'être sur des sujets plus politiques. Mais les dossiers, que sont ceux de la réforme de la fonction publique et du nombre de fonctionnaires
dont le poste doit être supprimé, était un indice aussi de crédibilité. Et c'est vrai que la passe d'armes était intéressante. Alain Juppé a mis en cause la crédibilité de François Fillon, qui a revu d'ailleurs un peu à la baisse ses premiers chiffres de suppression de postes de fonctionnaires. Et c'est vrai que sur la méthode aussi de la réduction de la dépense publique, dont on voit qu'elle s'impose à des gouvernements de gauche également, cette méthode est différente entre les uns et les autres, et notamment entre Alain Juppé, qui se donne 6 mois pour faire les plus grandes réformes, y compris de réduction des dépenses, et François Fillon, qui a aussi une radicalité, on va dire, supérieure sur cette question, et qui joue de ça, d'ailleurs, pour essayer de prospérer. Et justement, il apparaît comme le plus libéral et le plus soucieux de la dépense publique, François Fillon. Est-ce qu'il n'est pas finalement le plus en phase, le plus en adéquation avec l'électorat qui va se déplacer pour cette primaire de la droite et du centre? Alors, c'est la question de l'électorat qui va se déplacer. Parce que est-ce que c'est l'électorat traditionnel de la droite républicaine dite libérale? En cela, la réponse est positive pour François Fillon. Relativement, parce qu'on ne peut pas dire que Alain Juppé n'ait pas préconisé des réformes et même commencé à mettre en œuvre des réformes quand il était Premier ministre de type libéral. Mais je pense que l'électorat aussi attend d'autres choses que le libéralisme. En France en particulier, il attend aussi à la fois de la crédibilité, de l'expérience, du sérieux, mais aussi une forme de protection, de rassurance. Je crois que la rassurance est un mot important à l'heure des tensions sécuritaires également, où, comme dit Jean-François Copé, la versatilité n'est pas forcément la plus convaincante. La rassurance dans la stabilité, dans la conviction affirmée et aussi dans les équilibres internationaux. Juste un mot sur l'après-Trump. On a vu François Fillon affirmer des positions très rapidement dans l'émission télévisée, son prisme pro-russe, on va dire, à 2 reprises. Tout au début de l'émission. C'était évidemment volontaire et c'est sa politique qui est de se rapprocher assez fermement et fortement de M. Poutine. On a vu 2 autres présidentiables, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, être plus équilibrés, on va dire, entre l'équidistance à garder pour l'Europe entre les États-Unis d'Amérique et la Russie poutinienne, qui n'est pas forcément un modèle de démocratie. Donc cette question de l'équilibre pour ces enjeux internationaux et européens ont été à un moment donné évoqués, ils auraient pu être développés, mais ils sont importants aussi dans ce que peuvent attendre les Français d'un meilleur équilibre aussi européen et international demain. Et puisque vous parlez des thèmes internationaux, sur la Syrie, il n'y en a qu'un seul qui a défendu Bachar al-Assad, c'est Jean-Frédéric Poisson. Oui, alors j'allais dire, poisson pilote du Front National à certains égards, puisque c'est le même qui veut rompre le cordon sanitaire. Il l'a déclaré dans un magazine le 12 octobre, entre la droite républicaine et le Front National. Ce n'est pas étonnant que le même se rapproche à ce point-là de la Syrie et de monsieur le dictateur numéro 1 de ce pays. Voilà, donc je pense que c'est une incongruité dans ces primaires que la présence de monsieur Poisson. Quant à l'ancien président Nicolas Sarkozy, il a joué assez souvent, j'ai trouvé, en contre-attaque. Il a dit qu'augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires, c'était tout simplement impossible. Il a rappelé que supprimer l'ISF et en même temps augmenter de 2 points la TVA sociale, est-ce qu'il n'y avait pas une contradiction, voilà, qu'il a souligné? Est-ce que vous n'avez pas trouvé? C'est vrai qu'on se demande dans cette dernière ligne droite si Nicolas Sarkozy ne regrette pas les premiers axes stratégiques de sa campagne, qui étaient quand même extrêmement radicaux, au sens de radicalisation de son propos. Il a même évoqué dans son propos de conclusion le terme de rassemblement, qui est celui choisi et privilégié par Alain Juppé depuis le début. Et on voit qu'il essaye de se repositionner dans cette ligne droite pour essayer de remonter les intentions de vote. On verra ce qu'elles sont dans la réalité dimanche prochain et le 27. Mais on voit qu'il y a une recherche encore d'un positionnement qui n'est pas totalement clarifié du côté de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez un pronostic pour dimanche? C'est le pronostic de la participation. Je pense que celui-là est difficile à faire par définition avant l'heure, mais je pense que les Français ont pris conscience de l'enjeu, qui n'est pas simplement une affaire interne à la droite républicaine. C'est quelque chose qui concerne d'abord, c'est une primaire ouverte de la droite, et du centre, et au-delà de ceux qui sont inquiets sur l'avenir du pays du point de vue politique et qui anticipent cette question de 2017. Et je pense que le président 2017, c'est maintenant qu'il peut être choisi par les citoyens. Et je pense que c'est quelque chose qui est perçu par l'opinion et je pense que la participation va être forte. C'est le seul pronostic que je me permettrai de faire. Vous pouvez pas, dans votre travail, vous ne pouvez pas nous le dire, entre les 2 finalistes, quels sont... Sur les 2 finalistes, bon, on voit bien qu'il y avait une tendance, il y a encore une semaine,
remontée qui était à un niveau très bas, il faut dire, pour François Fillon, qui approcherait, qui talonnerait Nicolas Sarkozy. Cette tendance, on ne peut pas la démentir, hein, mais on ne peut pas non plus le dire qu'elle va s'amplifier. Je pense que le premier pouvant arriver sera Alain Juppé, mais ceci dit, il y a des fluctuations, une volatilité électorale, une sorte de fluidité, dit d'ailleurs un ami et collègue, Brice Teinturier d'Ipsos, parle de liquidité même de l'électorat. Je pense que cette fluidité est quand même relative. À un moment donné, saisie par l'enjeu historique quand même, qui est ce choix d'un probable président de la République, et non pas seulement d'un candidat, mais d'un probable président de la République, cet enjeu va monter en puissance avant le premier tour et aussi, voire surtout, entre les deux tours. Il va se passer pas mal de choses en cas de besoin, j'allais dire, pour chacun des deux finalistes pour rappeler cet enjeu. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moinet, d'être venu. Merci pour votre analyse et votre décryptage.